Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Un numéro un petit peu spécial aujourd'hui, mais un peu d'actu, un peu bricolé, un peu de briquet de broc, mais c'est pas grave parce qu'on est quand même trois. Et bonne année 2023 à tous, déjà, tous nos chers auditeurs, nos chères auditrices. Et bonne année à toi, Olivier. voilà, donc monsieur Lucien Alflans est là, monsieur Manuelas aussi qui vient de parler, je me trompe, voilà, je suis déjà un peu éméché comme vous pourrez le constater. Donc Manuelas est là, comment Salut, vas-tu Olivier. Manuel ? Très bien, très bien. Et aussi Lucien Alflans, mais qui est en duplex depuis... Bamako, près de Liège, c'est ça. C'est ça, Bamako sur le parking du Cora. Salut les gars. Alors, aujourd'hui, une émission un peu spéciale où on va, en gros, vous donner la liste de 10 films sans ordre particulier, enfin, si avec un ordre particulier qui est alphabétique. 10 films sur lesquels nous nous sommes accordés, qui sont sortis en Belgique, je précise, en cette année 2022. On peut dire vite fait aussi qu'on n'a pas eu en Belgique certains films qui ont fait l'actualité en France, comme le film de James Gray qui s'appelle Armageddon Time, où on n'a pas eu non plus le Pacifiction de Albert Serra. Enfin, bon, entre autres, on l'aura, mais en 2023. Contrairement à James Gray. Wait and see. Donc, nous allons sortir la liste de nos 10 films sur lesquels nous nous sommes accordés, qui sont sortis en Belgique cette année. Et puis ensuite, on reviendra plus précisément sur un seul de ces films, qui est un film avec des hommes bleus. Je laisse un peu le suspense. Et donc celui-là, on va s'étendre un petit peu dessus. Et puis ensuite, on reviendra de manière plus succincte sur d'autres films qui n'ont pas été traités dans le cadre de Transmission cette année. Mais bon, je vais tout de suite... mettre fin à ce suspense insoutenable en vous donnant... On veut des noms. Voilà, c'est ça. Alors, nous avons retenu cette année, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Voilà, on n'a pas encore le jingle roulement de tambour, on l'a pas prévu, mais bon, c'est pas grave. On rajoutera en post-prod. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Leila et ses frères de Saïd Roustahi. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, RRR de S.S. Rajamouli, Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, 3000 ans à t'attendre de George Miller, Vortex de Gaspard Noé et X de Ty West. Voilà donc la liste de nos 10 gagnants. Donc en ce qui concerne Leila et ses frères, Licorice Pizza, Nightmare Alley, 3000 ans à t'attendre, je vous redirige vers nos émissions antérieures via notre site transmissionlepodcast.com ou notre chaîne YouTube ou toutes les applications de podcast sur lesquelles nous sommes présents. Et ou donc, le parking du Cora où Lucien officie en ce moment. Voilà, qui pourra vous faire un petit résumé. Je vous répondrai personnellement à chacun et chacune d'entre vous qui viendrait me trouver. Et donc nous allons parler plus précisément de Avatar 2 et ensuite on parlera de manière un peu plus rapide de Asbestas, RRR, Le Sommet des Dieux, Vortex et X. Donc on commence tout de suite avec Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Think I'm crazy. Not behind those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? Attendu depuis 13 ans,
Le nouveau film de James Cameron, c'est donc Avatar 2, La Voix de l'eau. La suite d'Avatar, qui était sortie en 2009. Toujours à la production, on retrouve John Lando. Au scénario, il y a James Cameron avec Rick Jaffa et Amanda Silver. À la musique, Simon Franglen a succédé à James Horner, qui nous a malheureusement quittés en 2015. Et donc, c'est la suite des aventures de Jake Sully et maintenant de sa famille, de Neytiri, sur la planète Pandora. On sait bien sûr que Avatar était le plus gros succès, un des plus gros succès de tous les temps, et on espère très fort que ce deuxième Avatar le soit. Au-delà de juste des enjeux financiers, c'est juste qu'il y a un besoin d'oxygène dans cet écosystème hollywoodien de revoir un film de cette envergure porté par un auteur après la décennie assez misérable qu'on a connue dans ce domaine-là, quoi. Voilà, pour un petit rappel, James Cameron, on le sait, c'est le grand cinéaste ingénieur de ces dernières années, qui a notamment signé Aliens, True Lies, Terminator 2, Abyss, et puis bien sûr Titanic en 97 et Avatar. Voilà. Au casting, le rôle principal du film est tenu par Brighton Dalton, qui joue donc le rôle de Loak. Le deuxième rôle est tenu par Bailey Bass, qui joue le rôle de Tyreya. Mais non, sinon on retrouve Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang, qui étaient déjà là dans le premier opus. Donc on est de nouveau de retour sur la planète Pandora, où ceux qui viennent du ciel reviennent puisqu'ils ont saccagé leur propre écosystème. Et donc Jake Sully va d'abord mener la rébellion avant que le retour du bad guy du précédent film l'oblige à trouver refuge vers un autre peuple de Na'vi qui habitent eux plutôt dans un écosystème aquatique. Alors, Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Pour revenir plutôt sur les aspects positifs, on parlera des petits écueils que peut avoir le film, qui à mon sens pas un film parfait comme l'était le premier, qui est un film passionnant et qui, j'ai vu 3 fois en une semaine, là ça fait 15 jours qu'on a de pause avec les vacances, mais c'est un film auquel je pense constamment. Tu parles du deuxième film. Je parle du deuxième film, oui. Mais ce qui m'a beaucoup touché dans La Forme de l'eau, c'est la manière qu'a Cameron de s'emparer d'une technologie pour réellement redéfinir un horizon de cinéma. Je pense notamment au personnage de Kiri. On savait que Sigourney Weaver était à nouveau au casting de ce film, même si son personnage était laissé pour mort dans le précédent. Mais là, la surprise de la retrouver derrière les traits d'une ado de 13 ans, une des filles adoptives de Jake Sully, qui est alors littéralement née, il y a assez peu de mystère. C'est un personnage christique. Oui, mais oui, il est clairement le fruit d'une immaculée conception. Et c'est vrai, il y a dans plusieurs scènes des motifs empruntés à la religion chrétienne, même si le film aussi embrasse d'autres spiritualités. C'est effectivement quelque chose que tu retrouves notamment dans la scène de rêve où elle retrouve sa mère. Et là, on touche à un des aspects passionnants du film, et en particulier dans cette scène de confrontation avec sa mère, c'est qu'à l'écran, Cameron, il te met face à Kiri, ce personnage d'ado de 13 ans, interprété par Sigourney Weaver, à 73 ans en performance capture, et le personnage de Grace Augustine, sa mère, elle aussi interprétée par Sigourney Weaver en live, avec cette question qui est sans réponse, en fait, qui est mon père. Cette question qui est en fait vertigineuse, c'est en fait celle qui est au cœur même du processus qui a permis au personnage de Kiri d'exister, et qui n'est rendu possible que par la performance capture, qui offre justement la possibilité à une actrice de 70 ans d'incarner une ado. Et là, tu touches en fait toute la puissance du cinéma de Cameron, avec cette possibilité de s'emparer d'un outil technologique pour redéfinir tout le champ des possibles, redéfinir l'horizon du cinéma, le cadre de la narration, d'offrir un cadeau absolument exceptionnel à une actrice aussi formidable que Sigourney Weaver. C'est le personnage qui peut-être pour moi, et on en parlait en off, et Olivier présentait le personnage j'ai oublié son nom, enfin du jeune garçon. Loak. De Loak comme étant le personnage principal du film. C'est vrai que si on s'en tient à la pure structure du scénario, et c'est celui qui tient le plus d'arcs narratifs qui se tiennent par eux seuls. Maintenant, il y a dans le film un jeu, enfin plus qu'un jeu, je pense que c'est l'une des grandes thématiques du film, du fait que assez peu d'arcs narratifs des personnages ne se tiennent en tant que tels, enfin par eux-mêmes, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils se tiennent dans leur entremêlement. Peut-être que Loak est celui qui en a le plus qui se tiennent tout seul, c'est vrai.
Mais j'ai l'impression, moi, et c'est pas pour rien que c'est aussi le personnage qui est mis en avant sur l'affiche, enfin, en tout cas, sur des deux affiches exploitées en Belgique. C'est ce personnage dont parlait, incarné par Sigourney Weaver, brillamment incarné par Sigourney Weaver, dont parlait Manu tout de suite. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le personnage qui intéresse le plus Cameron, et que c'est clairement celui, je pense c'est de la supputation, mais on tire pas trop sur la comète en disant ça, que c'est le personnage qui va être le plus développé dans le prochain. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se rendre compte que, au-delà de la présence à l'écran et des arcs narratifs des personnages, la manière en fait comment Cameron aménage certaines séquences de pure contemplation, de moments où il arrête quasiment sa narration pour filmer ces personnages, où on sent vraiment cet intérêt au-delà de pistes qui développent le personnage de Kiri. On sent qu'il y a un vrai plaisir à filmer Sigourney Weaver à l'âge de 13 ans, quoi, en fait. Il y a une jouissance de cinéma à se dire qu'on évolue dans ce cadre-là. Et je pense que cette tension est communicative, en fait. Mais en fait, il prend surtout le temps de filmer justement ce personnage de Kiri dans des moments de contemplation. Enfin, c'est elle qui a surtout ces moments de pause, je pense. Et Kiri est justement un personnage qui est en amour avec Eywa, ou en amour avec Pandora. Eywa étant un peu l'esprit qui émane de la planète Pandora. Et est-ce que Cameron lui-même ne serait pas un peu amoureux il l'est sans doute amoureux de l'univers qu'il crée de toutes pièces. Donc c'est sans doute le personnage duquel il se sent le plus proche. Oui, tu sens dans la manière de la filmer que Cameron il est amoureux de ce personnage, qu'il la filme en état d'émerveillement perpétuel avec des plans qu'il emprunte en fait au premier film, l'émerveillement de Jack Sully ou cette communion avec la nature de Neytiri. Et là aussi, pour parler cinéma, c'est comment en seulement 2 plans il est capable de te raconter tout ce rapport filial qu'entretient le personnage avec la nature. Il la filme en fait de la même manière et dans la même position lorsqu'elle vient écouter les battements du cœur de sa mère dans le labo, lorsqu'elle s'endort dans une clairière un peu plus tard en écoutant les pulsations d'Eywa. Et toute cette mise en parallèle, c'est quelque chose que le film en fait fait régulièrement. Je pense par exemple avec cette scène avec Loak, où il entre à l'intérieur du Toruk, et celle plus tard avec les chasseurs qui vont eux-mêmes forer à l'intérieur d'un autre Toruk pour en extraire ce nouvel or jaune là, qui promet une jeunesse éternelle. Et là, on voit bien qu'au-delà de l'aspect très frontal que peut avoir le cinéma de Cameron, que ce soit dans ses dialogues ou dans une certaine dramaturgie, en fait, la narration, elle est toujours travaillée de manière beaucoup plus souterraine et de manière beaucoup plus subtile. C'est tout à fait passionnant ce que tu dis, et on va tout de suite un peu partir dans tous les sens, mais bon voilà, le film veut un peu ça aussi, j'ai l'impression. Sur 2 choses que tu viens de développer, ces moments de stase, un peu d'observation du monde, de contact avec de tout ce dont vous venez de discuter, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le cinéma de Cameron, ou en tout cas qu'avant il interprétait à travers l'action. Ici, il y a vraiment des moments qui sont comme ça, vraiment des purs moments de stase, qui sont totalement décorrélés de l'action et qui sont assez superbes et qui font partie même du propos du film, d'une des thématiques du film sur laquelle on reviendra très probablement. Ce que je veux dire par là, pour être plus clair sur l'action et sur la stase, c'est que par exemple, je pense que dans tous les films de Cameron, qui sont des films pour la plupart du temps assez parfaits, j'ai revu Terminator 2 il y a très peu de temps, après avoir vu Avatar 2, les films partagent énormément. Il y a en effet certains moments où dans le pur développement de l'action, on pourrait, si on était au catéchisme scénariste, on pourrait se dire scénaristique, on pourrait se dire qu'on pourrait couper certaines parties de ces scènes d'action. Un peu de la même manière, je pense que dans Avatar 2, Cameron réutilise, je veux dire, ce temps de latence, mais en le réinterprétant de manière totalement différente et totalement en dehors de l'action. L'autre truc sur lequel je voudrais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, c'est que, en effet, peut-être que Cameron se retrouve très fort dans ce personnage de Kiri à travers son rapport à l'univers qui a été créé. C'est très vrai et très malin ce que tu dis, Oli. Mais moi, il y a un petit détail qui m'a frappé dans le film, particulièrement la seconde vision, c'est que il y a un personnage auquel, pour moi, Cameron se réfère lui-même assez bien. C'est l'espèce de personnage scientifique qui fait partie d'une expédition, je veux dire, mercantile, et qui le fait un peu pour l'amour de la science, d'une certaine manière. Le personnage interprété par Jeffrey Trebin, c'est ça? Le gars de Fight of the Conchords. Ouais, c'est ça. Exactement. Et en fait, j'ai trouvé ça assez brillant. Ça m'avait pas frappé à la première vision, mais à la deuxième vision, je me suis dit, c'est clair que c'est volontaire. Qui s'implique dans ce truc-là pour aller faire son art d'une certaine manière, comme Cameron fait son art au sein de Disney. Et alors, si on veut tirer le truc un peu plus loin, c'est peut-être de l'exégèse, mais le fait même qu'ils aillent retirer de cette baleine, de ce Toruk, un liquide de rajeunissement, on va dire ça comme ça,
en dit peut-être long aussi sur une certaine volonté de Walt Disney Company dans le traitement de la plupart de ses sorties actuellement, et qui ne rendent pas hyper service au cinéma. Juste pour un peu aider nos auditeurs, on va dire que donc ce personnage dont parle Lucien, qui selon lui, Cameron se défausse un peu à travers lui. C'est un personnage de scientifique qui est envoyé sur Pandora et qui fait partie d'un navire qui va chasser des baleines. Et, non, lui, il se défausse pas, il a juste très conscience d'être dans une situation corollaire, quoi. Donc lui, il est là pour étudier, mais en même temps, pour les biens de ses recherches, il est obligé de faire partie de cette mission mercantile d'aller tuer des baleines sur Pandora pour aller récupérer un liquide qu'on va vendre à prix d'or sur Terre, quoi. Et donc il dit que c'est pour ça qu'il boit d'ailleurs. Donc voilà, c'est faire partie d'un système mercantile qu'on rejette, mais en même temps devoir en faire partie pour pouvoir accomplir quelque part ses rêves ou accomplir le top de son niveau professionnel, quoi. Après, on parlait aussi en intro des petits écueils ou petites réserves qu'on peut avoir sur le film, même si moi, elles ont tendance à s'estomper au fil des visions. Elles sont quand même là. Je veux dire, faut pas se leurrer, mais je veux dire, le film est tellement riche, tellement dense sur d'autres aspects qu'en fait, que ça serait vraiment s'arrêter à quelques petits écueils. On va peut-être les lister. Moi, je pense qu'il y a un souci dans la surexposition du film. Après, elle est liée, je pense, de manière contextuelle au nombre de temps qui espace les deux films, le nombre de protagonistes qui débarquent. Donc forcément, à un moment, par souci de clarification et de clarté, il y a une volonté vraiment de rendre très clair tous les personnages. Mm-hmm. Le seul vraiment écueil que j'y trouve à ce moment-là, c'est que ça aboutit à une scène assez maladroite avec le personnage de Spider, qui est un personnage qu'on a beaucoup moqué pour plein d'aspects, hein, à la fois pour peut-être le comédien qui l'interprète, mais pour le visuel qui l'incarne. Mais je trouve que c'est quand même un personnage qui évolue tout au long du film et qui se rattrape beaucoup. Je veux dire, il est desservi par notamment une scène dans le laboratoire où il doit amener en exposition que son père est quadriche, et je trouve que cette scène-là, l'acteur n'est pas aidé parce qu'il tout d'un coup il est à demi dans le conflit intérieur, mais aussi beaucoup dans l'exposition, et c'est peut-être on a un sur-régime d'exposition à ce moment-là et on accepte assez peu cette scène-là. C'est pas en plus la scène la mieux mise en scène de Cameron, je trouve, dans la manière dont le personnage se retourne, on redouble les effets à la fois dans l'écriture, etc. Mais le personnage, à la fin, se rachète énormément. Je trouve qu'il participe à une des meilleures scènes du film, ou entre guillemets, une des scènes les plus tendues. On reparlera par la suite entre Neytiri et Quadriche. Et surtout, je trouve que typiquement, son rapport, son besoin d'intégration avec la communauté Na'vi, qui au début, quand il essaye de les singer avec ses cris, etc., qui paraissent un peu malaisants, on ne sait pas si on est dans on a du mal à situer le personnage. Je trouve à la fin la réponse qu'il donne à son père, qui est uniquement dans un cri, est hyper juste, hyper efficace, où tout d'un coup il n'a plus besoin de dialogue pour exprimer, entre guillemets, quelle est sa nouvelle famille. Pas particulièrement sur ce personnage-là, mais de manière générale, sur le côté un peu plus lâche de sa narration, je pense qu'il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que on peut dire que de manière générale, Cameron a toujours été cherché, alors au-delà des mythes, etc., il a toujours été cherché dans les pures structures scénaristiques du cinéma classique hollywoodien. Et ici, j'ai l'impression, peut-être pour la première fois, et c'est d'une certaine manière ce qui me le rend aussi plus sympathique que le premier Avatar, qui est un film que je trouve absolument formidable, et à titre purement personnel, j'ai peut-être plus d'intérêt pour celui-ci que pour le premier, même si en effet je le trouve moins carré, en fait, moins parfait d'une certaine manière. Dans le côté lâche de sa narration, je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher du côté d'un James Cameron qui se questionnerait davantage sur la narration aujourd'hui que ce qu'il l'a fait par le passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche à aller prendre du côté de la narration sérielle, qui est aujourd'hui, je pense, avec le jeu vidéo, peut-être le type de narration qui marche le plus en termes de chiffres. Et j'ai vraiment cette impression que Cameron va chercher là-dedans et qui donc prend plus de temps pour développer certains personnages, qui développe plus d'arcs en parallèle, etc. Et peut-être qu'il perd un petit peu en pure efficacité cinématographique, qu'il regagnera peut-être sur les suivants, on n'en sait rien, peut-être qu'il va
Ça, on peut pas le savoir, mais j'ai un peu ce sentiment-là sur ce film-ci. Mais pour moi, en fait, le plus gros écueil, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais perçu lors de la première Mais vision. je le dis pas comme un écueil, moi. Mais moi, je pense quand même c'est des problèmes d'écriture, et je pense en fait, c'est pas sur le personnage qui me paraît le plus évident, comme dont je parlais, qui était Spider. Je pense le personnage qui pâtit le plus, qui est le moins bien écrit, parce qu'il en fait, il n'est quasiment qu'un personnage thématique ou fonction, c'est le personnage de Neteyam. Le personnage Neteyam, qui va décéder. Et en fait, le fait qu'il n'ait construit que comme... Spoiler alert. Désolé. Mais bon, ça fait que le film est quand même sorti depuis un petit peu de temps maintenant. Et puis, de toute façon, Transmission, c'est pas une... C'est pas comme si on spoilait tous les films, quoi. C'est pas comme si on spoilait tous les films. C'est juste que c'est là où je pense que le film n'atteindra pas une dimension émotionnelle aussi forte que certains films de Cameron. C'est que ce moment tragique du film, vu que le personnage est tellement construit en creux et quasiment que pour montrer la différenciation avec son frère Loak, et surtout appuyer un des propos du film, et là on va partir vraiment dans tous les sens, c'est un film beaucoup plus belliqueux que ne l'était le premier Avatar, beaucoup plus radical dans sa volonté de faire sécession. Exactement. Donc justement, cette logique du bon élève qu'interprète ce fils aîné, et qui va payer le prix parce que justement, il suit un peu trop les rails. Exactement. Le problème, c'est que quand tu le fais disparaître à la fin, il y a une portée thématique, mais une portée émotionnelle qui est amoindrie. Parce que ce personnage ne s'est pas accompli, tu n'as pas vécu auprès de lui pour réellement vivre sa mort de manière aussi tragique, en fait, que les personnages, eux, le ressentent. Et donc, d'une certaine manière, c'est à ce moment-là où ça m'a étonné, où d'un coup, l'aspect thématique prenait peut-être plus de place que l'aspect émotionnel dans le film. Et c'est pour moi, d'un point de vue narratif, si on s'en tient justement à la pure narration sans parler d'écueils techniques que je peux avoir sur le film, c'est en fait, je pense, le point de l'achoppement sur lequel le film ne se rattrapera pas au fil des visions. Il n'atteindra jamais une apogée émotionnelle dans son climax à cause de ça, à mon sens. Elle intervient à contre-temps, cette apogée émotionnelle pour moi. Et elle n'est pas portée par lui, elle est portée sur autre chose. Ouais, tu as raison, mais ça s'est accentué sur les visions suivantes. Mais dès la première vision, j'ai eu un peu, en temps réel, je vais dire, j'avais je développais exactement la même pensée que toi. Et en fait, c'est en effet porté par d'autres choses. C'est vrai que la thématique de la filiation dans le film est vraiment ramenée, exposée dans tous les sens, tirée beaucoup et même rappelée très fort, très fréquemment, quoi. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Après, j'ai pu lire et entendre qu'on attaquait pas mal le film sur ses représentations patriarcales. C'est un grand sujet de l'époque, mais mon cul sur la commode, parce que je veux dire... c'est d'une absurdité totale, parce que le film passe 3h12 à te démontrer l'échec du patriarcat. Vraiment, c'est littéralement ça. Et donc, voilà, c'est comme souvent dans ce genre de bêtises qu'on peut entendre. Et puis c'est surtout d'oublier que Cameron, justement, a souvent bien découdé d'avance sur le discours actuel sur le cinéma. Ouais, dans l'absolu. Il a toujours 12 coups d'avance. J'ai jusqu'au bout de et puis je te passe la parole. Mais c'est d'une manière générale, c'est un truc qu'on voit très souvent, et particulièrement sur ce type de cinéma, parce qu'il y a un snobisme un peu latent face à ce genre de film. C'est en fait voir les signaux sans voir leur traitement, sans voir ce qu'ils signifient, en fait. Mais ça, c'est vraiment un truc je pense qu'on est en cinéphile averti, on est souvent confronté à ce genre d'écueil dans les échanges. Oui, et puis justement, quand je parlais justement de 2 coups d'avance que pouvait avoir Cameron, pour avoir revu encore une fois l'Avatar 1 avec ma compagne avant d'y aller, c'est typiquement la scène du baiser. Alors qu'aujourd'hui, on te bassine sur toutes les notions de consentement à juste titre dans la vraie vie, mais ou au cinéma, où des fois on fait des relectures a posteriori, tu te rendrais compte que déjà en 2009, la question du consentement, elle était posée chez Cameron, mais pas de manière idéologique, elle est vraiment posée par les enjeux entre les personnages. Tout d'un coup, la scène du baiser, elle est réellement demandée. Là, intrinsèquement, quoi. Ouais. Ça te fait beaucoup sourire quand tu entends tous les discours sur le manichéisme, sur l'aspect bas du front de cinéma de Cameron. T'as envie de dire, c'est souvent les critiques qui critiquent le côté bas du front du cinéma de Cameron qui le sont le plus, quoi. Parce que lui n'en fait jamais un statement, il n'en fait jamais une position idéologique, mais il est très clair, entre guillemets, quand tu regardes son cinéma, quoi. Depuis le début, c'est
cinéaste qui a choisi la voie féminine, quoi. Malgré les grosses cylindrées, malgré les guns, etc. Il a fait ce choix de manière très très tôt dans sa carrière. T'as tout à fait raison. Et un truc qui est fascinant, c'est que avant, je pense c'était quelque chose qui était là. C'est-à-dire que il avait pris voilà, quand on connaît un peu l'histoire personnelle de Cameron, etc., ça s'explique sur plein de niveaux. Mais voilà, c'était là. Aliens, c'est un film qui parle de ça, entre autres, et c'est comme ça part de là. Ici, dans Avatar 2, il montre le trajet de cette pensée-là. Il ne montre pas un personnage féminin affranchi de toutes les règles qu'on a pu leur mettre dans les pattes pendant toute une histoire du cinéma. Il montre le chemin vers ça et puis l'accomplissement vers ça en fin de film. Et ça, je trouve que c'est pour le coup très en phase avec les questionnements de l'époque et fait de manière absolument brillante parce qu'à nouveau, c'est fait à travers le récit et c'est fait à travers quelque chose que tu ressens, mais je veux dire au plus profond, quoi, que tu ressens de manière intrinsèque. Oui. Et après, sur l'aspect, justement, pour revenir à l'idéologie du film, pour que peut-être certains critiques qui ont une tendance à réduire toujours encore 12 ou 13 ans après le cinéma de Cameron et Avatar en particulier à des schtroumpfs sous l'eau, c'est que c'est un film, contrairement où le premier film pouvait être un film, entre guillemets, d'ouverture au monde, à une certaine vision du monde. Là, c'est un film vraiment qui dit grosso modo de résistance. C'est pas juste résistance, c'est de résistance active. C'est plus du tout, c'est plus une résistance où on va construire, on va se mettre en retrait de la civilisation. Le premier était un film de résistance. Oui, mais là de manière beaucoup plus frontale, c'est-à-dire en fait celui-ci dit que la résistance beaucoup plus ne se radicale, passera pas par une confrontation avec la société en tant que telle. C'est-à-dire tu ne vas pas aller construire ce que fait Jake, cette idée de Jake de refuser le conflit tout au long du film en disant je vais préserver ma famille et je vais m'enfuir et je vais pouvoir vivre comme ça. Et en fait, ça amène à la mort de son fils. C'est tout simplement ça, que ce n'est pas possible. Et que ça la position. En disant je vais rester et je vais me battre. En gros, voilà. c'est ça qu'il dit à la fin. Mais c'est le discours qu'a sa femme depuis le début. Non, justement, il s'échange un peu ce discours-là. C'est ça qui est assez malin, c'est qu'il y a vraiment un rapport de vase communicant par rapport à la violence. Et en fait, le discours du film sur la violence est absolument brillant parce qu'il pose toutes les questions. C'est-à-dire que la fin, elle reste relativement ouverte. On se doute de ce qui va arriver par la suite. Mais j'aime beaucoup, justement, tout le film questionne un peu ça, avec en effet un jeu d'échange de propos, je veux dire, entre le père et la mère de la famille, qui est brillamment traité et qui se tient vraiment de bout en bout et qui amène à cette conclusion. Et cette conclusion, elle arrive vraiment sur une idée de mise en scène qui est assez brillante, parce que il reprend vraiment quasi exactement le même plan que celui qui clôture le premier, mais pour le revoir, pour le repervertir, pour le réinterpréter autrement, et de manière, en effet, avec tout le film que tu viens de voir, avec tout ce que tu viens de prendre dans la gueule, en fait, de te le représenter, mais de manière beaucoup plus radicale. Et là, je rejoins tout à fait Manu, c'est parfaitement brillant. Le temps que je suis là-dessus, je lance vite ça, et puis je vous passe la parole, mais c'est parce qu'on parle beaucoup Manu relève beaucoup la communication qu'il y a entre cet Avatar-ci et le précédent. Mais en fait, c'est un film d'une certaine manière comme l'était Terminator 2 par rapport à Terminator 1. C'est un film qui ne fait que revisiter le premier et qui est en fait qu'une question de révision, de revoir, mais qui te place toi en tant que spectateur au centre de son récit à travers la révision. C'est un film qui est absolument brillant là-dessus, à travers la révision, dans le sens, à travers la nouvelle vision, le revoir, quoi. C'est un film qui ne traite que ça, enfin qui traite énormément ça par sa mise en scène pure et par sa technique pure. Je pense que le HFR, dont on a peut-être pas encore énormément parlé jusque-là, va vraiment dans cette optique-là. C'est-à-dire que c'est une manière de redécouvrir un certain pouvoir du mouvement de l'image, un certain pouvoir du cinéma simplement, et de te refaire voir les passages obligés du premier, et qui donc développe énormément de références au cinéma, mais à son propre cinéma. C'est peut-être, il y a des références à chacun des films de Cameron dans Avatar 2. Au cinéma de manière générale, il y a énormément de références au western, à certains. On peut penser déjà dans le premier, mais on peut penser à des films d'Anthony Mann ou d'Elmer Daves à travers la Flèche brisée ou la porte du diable.
qui reprend vraiment certaines thématiques et même certaines idées d'acheminement de personnages, je vais dire. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, cette nouvelle technique qu'est le HFR participe vraiment au propos même du film, en fait, à la proposition, à une nouvelle proposition, une proposition à revoir ce qu'on connaît déjà, mais à travers une nouvelle forme, un nouvel écrin. Ouais, mais c'est là où le film peut-être manque de radicalité, parce que tu parles de HFR, mais le film est proposé justement en HFR en termes de diffusion, mais en VFR. Donc on va faire quand même un petit point technique, désolé les amis. Le HFR constitue à projeter, dans le cas d'Avatar, le film en 48 images secondes, contrairement au format standard du cinéma qui est du 24 images secondes, mais qui est un format qui ne se justifie que de manière économique, hein, tout simplement pour trouver à un moment un ratio d'images secondes qui permettait de ne pas souffrir entre guillemets du défilement des images de manière stroboscopique, et à la fois de ne pas monter trop pour ne pas dépenser trop de pellicule. Aujourd'hui, c'est un standard qui n'a plus vraiment de raison d'être. Seulement, la Cameron a fait un choix contrairement à voilà, c'est une forme de représentation, c'est un code de représentation qui est hérité de contraintes économiques. De contraintes économiques. Et qui est là depuis 90 ans et qui a influé la vision. Et contrairement à d'autres films qu'on a pu traiter, notamment le Gemini Man de Ang Lee qui était tourné en 120 images secondes et qui était diffusé en 120 images secondes tout du long, Cameron a fait un choix. Alors, la seule explication que je peux y voir, qui était un choix à mon avis de stratégie économique du fait de l'ampleur et les enjeux qui sont autour d'une suite d'Avatar 2, du fait que les films précédents en HFR ont systématiquement eu des problèmes de communication et ont entre guillemets de réception, le public assimilant le HFR à quelque chose qui n'était plus lié au cinéma, une forme de perte de repère liée à cette augmentation du nombre d'images par seconde, juste parce qu'en fait notre œil a besoin de se réhabituer à des codes hérités de quasiment un siècle de cinéma. Non, mais... Et parce qu'il faut adapter sa mise en scène aussi au HFR, ce que fait Cameron et que ne faisait peut-être pas Peter Jackson, qui était quelque chose qui avait par exemple, pas mal... Ang Lee le faisait, oui, parce que comme toute nouvelle technologie, elle demande beaucoup d'ajustements. Mais le choix qu'a fait Cameron pour entre guillemets que les choses passent de manière plus douce, c'est-à-dire de monter a priori le HFR, donc du 48 images secondes sur les scènes d'action et le 24 images secondes sur les scènes plus posées, ce qui est, entre guillemets, c'est sur cela qu'il communique, même si c'est schématique. Dans la pratique, c'est pas du tout le cas. C'est justement là le problème, c'est qu'à des moments, tu te poses des questions, pourquoi un choix a été fait de tel frame rate à tel moment. Et moi, le problème que j'ai en tant que spectateur, c'est que ça va contre mon immersion, c'est-à-dire que moi j'ai aucun souci avec le HFR, contrairement à beaucoup. Moi je milite pas mais pour avoir vu typiquement Gemini Man en 120 images secondes, c'était une expérience de cinéma que j'aimerais beaucoup revoir, et beaucoup surtout voir d'autres cinéastes s'en emparer. On avait déjà discuté à ce moment-là, mais tout d'un coup de revenir systématiquement ou de manière sur un plan ou deux, ou constamment varier le framerate et de redescendre à 24, d'un coup le 24 images te paraît, j'ai envie de dire pauvre, je sais pas, parce que c'est peut-être pas forcément le mot le plus adéquat, mais tu as l'impression que tout d'un coup physiquement le film passait au ralenti, mais d'une mauvaise manière, entre guillemets. Il y avait tout d'un coup où, entre guillemets, c'est peut-être mes yeux et mon cerveau qui est pas aussi, qui est pas le même niveau de RAM que par exemple Olivier, qui n'a pas été dérangé par ça. Mais moi, tout d'un coup, ça me pose problème, parce que tout d'un coup, je vois la technique ressurgir là où justement le HFR me l'a fait oublier. Et là, tout d'un coup, c'est comme si tout d'un coup, pour schématiser, c'est ce qui se passait typiquement, notamment sur certains films qui sont tournés en IMAX, où d'un coup tu es en open mate, donc tu es en du plein écran, et le plan suivant tu repasses avec des barres noires, tu repasses. Je ne comprends pas en fait la logique. C'est cette non-homogénéité du film fait qu'à un moment, je pense que ça aussi joue dans une certaine forme de retrait émotionnel que je peux avoir par rapport au film. Alors, pour préciser, moi je l'ai vu, donc j'ai vu le film 2 fois en IMAX 3D en HFR. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, c'était direct à la sortie. J'avais pas entendu parler de ces problèmes de lagage, machin, de saccade des plans en 24 images secondes. Et c'est vrai que ça m'a pas du tout choqué. Après la deuxième fois, comme
comme j'en avais entendu parler, j'ai été un peu plus attentif et c'est vrai que j'ai remarqué à certains moments que oui, le film d'un coup, les mouvements semblent plus un peu plus robotiques, un peu plus saccadés comme ça. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, ils ne sont pas saccadés. Ils sont dans la vitesse dans laquelle tu es habitué à voir le cinéma. Mais c'est parce que... Mais vu qu'auparavant, tu as monté le niveau, c'est que d'un coup... non, c'est pas que ça. Tu te rends compte tout d'un coup que le 24 images devient une forme archaïque à ce moment-là. Non, mais c'est parce que tu l'as comparé à quelque chose qui va de manière beaucoup plus fluide à côté. C'est pas qu'une question de comparaison, parce que moi j'avais déjà ce problème-là avec la 3D avant, sans le HFR, et je trouve justement que cette espèce de problème de saccade, un peu comme si on voulait expliquer ça avec des mots simples, un peu comme si l'avant et l'arrière-plan bougeaient pas exactement en même temps, quoi, comme s'il y avait un très léger décalage. C'est pas exactement ça, mais le ressenti, c'est un peu ça. Moi, c'est un truc qui m'a toujours gêné avec la 3D, et on a revu ensemble le premier Avatar sans HFR il y a 2 mois, je sais plus exactement. J'avais eu ce problème-là en voyant le film. C'est vrai que c'est quelque chose qui me rebute un peu avec la 3D. Justement, le HFR annihile quasi intégralement ça. Donc ça, c'est un truc assez génial. J'ai exactement les mêmes problèmes que Manu par rapport à l'utilisation de ce HFR composite, on va dire. À la différence que moi je le justifie d'un point de vue thématique. Alors je vais peut-être pas rentrer là-dedans. Je pense que là c'est pour le coup, je peux voir, mais je pense que c'est quand même de l'exégèse, parce que quand tu entends Cameron en parler, Cameron parle clairement que pour lui le HFR n'est pas du tout une nouvelle technologie. Après, Cameron parle très rarement de la thématique de ses films. Oui, mais pour lui, Cameron, il parle clairement du fait que le HFR pour lui n'est qu'un outil permettant d'améliorer la 3D, et pas du tout autre chose que ça. Donc sur ces aspects-là, oui, tu pourrais après faire une exégèse par rapport aux thématiques qui énervent le film et plein d'autres choses, mais je pense que on verra dans quel framerate sont proposés les prochains films, mais moi c'est vraiment quand même un des gros écueils du film, du fait de tout ce que le HFR lui permet de faire à la fois narrativement et technologiquement. Et je trouve que Cameron a tellement toujours été en avance sur ce domaine-là, cette position entre guillemets au milieu du gué, peut-être de manière de sécuriser de manière économique le film par rapport à un rejet que aurait pu entraîner le HFR, aurait pu, parce que je suis pas sûr qu'il l'aurait entraîné, mais preuve est que quand même tous les films qui ont été proposés en HFR se sont ramassés la gueule et ont quand même suscité quand même un rejet assez fort du grand public majoritairement. Oui, bien sûr. Je pense que ça repose beaucoup plus sur une notion de calcul, entre guillemets, plus que sur une volonté de narration portée par le VFR. Non, bien sûr. Mais on ne s'assied pas sur 90 ans d'histoire du cinéma comme ça, tu vois. Et je comprends en tout cas, c'est tout ce que vient d'expliquer Manu. Pour être vraiment particulièrement subjectif, je vais dire, moi, à la première vision, il y a vraiment 3 choses qui m'ont gêné dans le film. En effet, cette espèce de relâchement dans la structure narrative. Je suis pas d'accord avec le mot de relâchement. Pour moi, il n'y a pas un relâchement dans la structure narrative. C'est juste qu'il y a un certain... Manu a bien mis le doigt dessus. Je pense qu'il y a une mainmise une espèce de mainmise de la thématique qui est trop présente, avec des choses qui sont calées dans le scénario pour faire passer cette thématique dans tous les sens et explorer cette thématique de l'affiliation et du patriarcat qui vont annihiler un peu l'émotion. Mais après, je dirais pas que le scénario est relâché. Il est pas du tout relâché. Donc en fait, cette espèce de relâchement narratif qui pour moi totalement disparu ou quasi totalement disparu lors de la deuxième vision, parce que justement je l'interprétais, je veux dire, je ne le voyais plus comme un manquement, mais comme une force d'une certaine manière, d'un point de vue thématique, d'accord, mais qui au final a marché sur moi très fort sur des reconnexions émotionnelles plus tard dans le film. Donc ça, c'était une chose. Et les deux écueils qui pour moi restent au-delà de la première vision, c'est en effet tous ces repassages, parfois littéralement d'un plan à l'autre, du HFR à 48 au 24 doublé, qui en effet par instant me sort un petit peu, à un tel point que j'étais curieux en fait de me dire en fait je serais curieux de revoir le film une 3e fois à plat et en 24. Non, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est ça qui est quand même très paradoxal, c'est la problématique, je pense. Et il reste un 3e écueil qui pour moi reste même à la seconde vision, c'est que j'ai d'ailleurs oublié son nom, mais le compositeur qui a fait la musique de ce film n'est pas James Horner, parce qu'elle est quand même très en deçà, je trouve, de la musique du premier. Elle est encore plus présente que dans la plupart des films de Cameron qui
se repose pourtant beaucoup sur la musique, mais là, elle est vraiment là quasi tout le temps. Mais malgré ça, elle est aussi à nouveau thématiquement justifiée. Enfin, disons qu'elle a une utilité thématique assez forte parce qu'on peut dire que le thème du film est assez proche, est assez basé sur le thème d'un des personnages féminins. Bah, le problème, c'est que, en effet, elle est là tout le temps et donc du coup, il n'y a pas non plus de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de sinusoïdes en fait dans l'utilisation de cette musique. J'ai l'impression que c'est une espèce de tapis de fond et du coup tu ne retiens pas vraiment grand chose. Moi je serais incapable de te fredonner le thème de Avatar 2 quoi, mais incapable de faire. C'est ça. Si tu le fredonnes, en fait tu fredonnes le seul thème que tu retiens, c'est celui de Horner qui revient du précédent quoi. C'est exactement ça. Mais après moi ce que je trouvais aussi intéressant quand tu disais la manière dont Cameron fait une relecture du 1 avec ce nouvel opus, c'est notamment aussi du personnage de ce fils qui est ce personnage principal. C'est avec notamment où il va juste par la manière de raconter son parcours, le mettre dans les pas de son père, c'est-à-dire la renaissance, la mort et la renaissance de Neteyam, c'est ça ? Non. Alors, Jake Sully, le personnage de Sam Worthington. Le deuxième film, je parle de son fils. Le deuxième fils, c'est Loak. De Loak. Oui, voilà, la mort et la renaissance de Loak est quasiment montrée de la même manière que Jake Sully devient Toruk Maktou dans le 1. C'est-à-dire il le fait clairement passer par une ellipse très assumée, d'autant plus que l'ellipse dans le domaine de ce cinéma en performance capturée virtuelle, non mais je veux dire, est clairement une décision narrative très forte. Oui. C'est vraiment un choix très radical de mise en scène, avec cette renaissance totalement en communion avec la nature et avec les animaux qui la peuplent. Il y a ce jeu d'échelle sur le personnage du Toruk sur lequel il est reposé lorsqu'il renaît. C'est là encore une manière de relier les films et de glisser du sens par ces interstices, quoi. Très bien, merci messieurs. On a été quand même très long sur Avatar 2, même si je pense qu'on pourrait en parler encore 2 heures. Donc, on pourrait notamment parler, quand on parlait de radicalité, parce qu'on a parlé de radicalité thématique, mais en termes de radicalité aussi émotionnelle, quel est le type de blockbuster qui a pu aboutir à une scène aussi intense que celle qui se noue entre Quaritch et Neytiri à la toute fin du film. Neytiri, elle est tout simplement dinguissime. Elle est juste dingue tout d'un coup, où à un moment on va humaniser le bad guy du film par un moment où le personnage positif va complètement vriller. Elle est absolument folle, cette scène. Dramaturgiquement, elle est dingue. Ouais, d'accord, mais je pense pas qu'elle soit aboutie. Non, parce que là, là, il y a un problème dramatique au niveau des enjeux des personnages. Je suis désolé. Quaritch, à ce moment-là, son revirement, pour moi, il n'est pas suffisamment préparé. J'y crois pas. Et le truc, c'est que Neytiri, dans ce film-là, elle est super intéressante, mais elle est travaillée uniquement sur son côté animal. Elle représente juste le côté animal, sans doute un peu belliqueux, ou en tout cas une espèce de chose qui reste des navis, qui est complètement décorrélée des humains. Elle est la face belliqueuse qui n'est pas le côté marine de Jake Sully. Tout ce que lui envie d'ailleurs le personnage, où on sent qu'il y aura un antagonisme très fort de Spider, quoi. Tout ce que lui envie Spider, que d'ailleurs on travaille déjà un rejet entre Neytiri et Spider, notamment dans cette scène-là. Et moi je trouve que là justement cette scène-là, il y a dans l'idée, j'aime bien, mais dans l'accomplissement... Je trouve qu'émotionnellement, elle monte très vite, très, très, très haut, à mon sens. Mais surtout, il peut se le permettre, en fait. Il peut se le permettre parce que même s'il n'a pas posé autant de bases à cet événement-là que pourrait le vouloir Holly, en fait, pour moi, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, quoi. Même si, en effet, je comprends tout à fait théoriquement ce que dit Holly, et si je lis le scénario, j'aurais tendance à dire la même chose que lui. Sauf que, en fait, quand tu regardes le film, pour moi, émotionnellement, ça marche et ça rajoute en plus du sens à ce qui se passe par la suite. Et en effet, ce rejet que tu as entre Neytiri et Spider, il n'est pas hyper construit, mais tu l'as déjà depuis le début du film. Là, il est très construit. Hein. Le rejet entre Neytiri et Spider, il est très construit, très voulu. Disons qu'en tout cas, il revient régulièrement depuis le début du film, et que donc, quand ça arrive à ce moment-là, il n'y a rien de choquant. T'as pas l'impression qu'elle prend un de ses gosses, quoi. Enfin, tu vois, ce qui est choquant, c'est le comportement de Quaritch. C'est ça qui est choquant. Moi, je trouve que ça marche relativement bien, et entre autres sur la
la scène je suis assez d'accord avec ce que disait Manu, mais qui est une des scènes les moins réussies du film, dans l'espèce de laboratoire sur lequel on utilise Spider presque comme un rat de laboratoire. Ce sont ce genre d'implication de Quaritch dans le bien-être, on va dire, de son semi-fils, si on peut dire ça comme ça. Ça revient plusieurs fois dans le film, et donc pour moi, quand ça touche à son climax, à ce moment-là dans le film, ça ne me choque absolument pas. Et puis ça ouvre la suite pour ce qui se passe en fin de film, qui, sans cette scène-là, n'aurait absolument aucun sens. Et ça pose la question de la part d'humanité de ce personnage-là, qui est ce personnage Exactement. du personnage du 1, mais qui ne l'est pas aussi réellement, tu vois, qui n'est que sa mémoire, et qui est un personnage qui est drivé d'une certaine manière par un impératif. Ça part de naviité. Ça part de naviité. Mais voilà, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment un personnage qui est tout d'un coup reseté, mais qui au fil du récit, comment va-t-il évoluer déjà dans les autres? Va-t-il rester tout le temps l'antagoniste de toute la saga? C'est pas sûr. Oui, là non. C'est sûr que non, là plutôt. Pas bon, soit. Que non, ouais. Très bien. Donc, je vous propose d'arrêter là sur Avatar 2. Et Non, mais on avait dit qu'on s'arrêtait à combien? À 3h combien? 3h12. 3h12, on a encore un peu de rab. Hein. Et je sais pas comment on se débrouillera au montage, mais on va lancer un petit jingle pour faire une petite pause. Non, mais avant ça, moi, je veux juste faire un petit taquet d'autopromo. Oui, parce que... un peu d'autopromo. En effet, parce qu'il y a plein de choses qu'on a évoquées sans vraiment traiter ici dans l'émission, et je vais pas avoir la prétention de les avoir toutes traitées, mais j'ai écrit un assez long papier sur Culture au Point à propos de cet opus d'Avatar, dans lequel je brasse certaines choses qu'on n'a fait qu'évoquer ici. Voilà, donc si ça vous intéresse, Culture au Point, Avatar. Mais merci, grâce à cette petite page de publicité, on va trouver un jingle adéquat. Balzac 0001, Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Sur ces entrefaites, nous allons donc parler maintenant plus succinctement, même voire beaucoup plus succinctement, de 5 autres films qui n'ont pas été traités dans le cadre de nos précédents épisodes de transmission et qui sont repris dans notre top 10 annuel. Et donc on commence tout de suite par Asbestas, le film de Rodrigo Sorogoyen, et c'est moi qui suis chargé de vous en parler, mais les autres feront bien sûr quelques incises sur le film. Alors, Asbestas, c'est le dernier long métrage de Rodrigo Sorogoyen, un film qui est à la fois en galicéen, en français et en espagnol. Le scénario était de Isabel Peña et de Rodrigo Sorogoyen lui-même. Il y avait Marina Foïs, Denis Ménochet et Luis Zahera et Diego Anido. Et c'était le même directeur de la photo que tous les autres longs métrages de Rodrigo Sorogoyen, qui s'appelle Alejandro de Pablo. Eh bien, le film est sorti cet été et c'est quand même un film qui m'a laissé une trace quand même très profonde, voire même inoubliable. J'y ai beaucoup repensé. Pour moi, c'est vraiment un des films les plus forts de l'année. C'est une espèce de thriller rural, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est en Espagne et il y a un couple de Français qui construisent une ferme, qui commencent à devenir agriculteurs, et c'est sur un conflit de voisinage en fait, avec des gens qui sont autochtones là-bas. Pour moi, c'est le meilleur Sorogoyen jusqu'ici, en tout cas que j'ai vu. J'ai pas vu Madré. Je trouve que l'interprétation est au top. Il y a un scénario qui est super audacieux, qui est très très bien construit tout en étant très audacieux, c'est-à-dire qu'il y a un dernier acte dans le film qui est très inattendu, c'est-à-dire qu'après un climax du film vers lequel toute la première heure et demie temps, on a ensuite un redéploiement du récit pendant encore 40 minutes, je pense. C'est un pari quand même assez fort au niveau de la structure, et pourtant en remettant tous les conflits sur 3 personnages féminins qui étaient plutôt en retrait dans la première partie du film, la première grosse partie du film, Sorogoyen va réussir à redéployer son récit, à relancer son intrigue jusqu'à un climax supra-étouffant autour d'un achat de brebis, enfin d'une scène d'achat de brebis. Enfin, dit comme ça a l'air un peu
con, mais vraiment, il y a beaucoup d'enjeux qui se cristallisent autour de cet achat de brebis, et notamment le comportement qu'a le personnage de Marina Foïs, qui est en effet on va dire, cette nouvelle venue qui là réussit vraiment à dealer avec les locaux. Enfin, il arrive vraiment à une atmosphère ultra suffocante dans le film. Et surtout, on en a beaucoup parlé, mais en tout cas, comme point d'orgue du film, à peu près au milieu, il y a un plan séquence qui est en plan quasiment fixe autour des personnages de Denis Ménochet, Louise Zahera et Diego Anido, enfin surtout Ménochet et Zahera, qui va complètement... Enfin, c'est un plan séquence, c'est une scène de dialogue, et ça va complètement pas rabattre les enjeux, mais rebattre les enjeux, mais en tout cas t'ouvrir toute une perspective sur le point de vue des antagonistes, ceux qui sont présentés comme les antagonistes, c'est-à-dire les autochtones, et en tout cas d'un coup tout le monde a ses raisons, et le conflit te semble inextricable et beaucoup plus complexe que ce que tu pensais de prime abord. Et tu sens bien que chacun a ses raisons, s'y tiendra, et que l'issue ne sera que tragique. C'est une leçon de mise en scène en termes d'acting, d'écriture, de placement de caméra, de jeu de regard, de positionnement des personnages dans la scène. Elle est juste dingue, mais avec une sorte de force tranquille. Ça pourrait être une scène performative, et elle te désarme complètement. Elle désarme tout le programme que tu as établi. Le film explose tout ça avec une sorte de zénitude, j'ai envie de dire, à ce moment-là, qui est totalement désarçonnante. Et c'est dans ces scènes-là que tu peux voir toute l'importance d'un cinéaste comme Sorogoyen aujourd'hui, qui est un cinéaste qui à la fois est vraiment à la lisière d'un pur cinéma d'auteur, qui pourrait presque à ce moment-là être dans une forme de naturalisme, mais qui est travaillé par des codes de mise en scène, une exigence constante de mise en scène qui travaille vraiment à la fois sur un schéma de cinéma de genre, mais qui n'hésite pas à déconstruire, comment retravailler des codes usités du genre et les amener dans d'autres directions inattendues, et te surprendre, toi spectateur de films de genre qui est habitué à certains schémas narratifs, comment te les tordre tout en ne se bouchant pas le nez par rapport au genre qu'il investit. Souvent on est à la lisière soit de films de genre qui se pincent le nez en faisant du genre. Je parle notamment de tout ce qu'on est en train de subir ces derniers temps avec de films de genre français, de revival de films de genre français qui en fait ne le sont pas, ne semblent pas avoir vraiment de respect à la fois pour le spectateur, pour le genre qu'il investit, se sentissant toujours supérieur à ça. Elevated horror. Justement, élevé au-dessus du genre. Sorogoyen est vraiment le parfait contre-exemple à ça. C'est tout simplement déjà un très grand cinéaste à mon sens, alors qu'il est assez jeune et a une carrière assez réduite, mais chacun de ses films malgré tout monte le niveau. Ouais, c'est vrai. C'est même depuis ses débuts, depuis son premier film Stockholm, qui je crois qu'il avait co-réalisé, qui était déjà un film imparfait, mais où tu sentais déjà poindre un auteur dans une volonté des fois de travailler des scènes, de les tordre jusqu'à un point de rupture qui était déjà assez passionnant. Et pour moi, voilà, c'est un cinéaste qui se renouvelle, n'est pas là où tu l'attends, tout en étant à la fois reconnaissable dans cette volonté, notamment cette volonté de chercher l'attention, en étirant des scènes qui habituellement peut-être ne s'étirent pas, en développant des moments d'histoire ou de scénario qu'on ne s'attend pas à voir être développés dans ce cinéma qu'il investit. Mais bon, j'étais très long et je vois Lucien très dubitatif sur son parking Cora. Lucien, tu as quelque chose à rajouter ? Alors non, pas du tout. Je vais essayer d'être très très bref parce qu'on a dit qu'on ne ferait pas trop long. Je suis à 100% d'accord avec ce que vous dites. En rajoutant peut-être, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais si j'étais pas très concentré à ce moment-là, peut-être qu'il y a un tour de force sur le casting dont 2 des 4 personnages principaux, dirons-nous, sont joués par des acteurs francophones qui jouent en espagnol. Alors bon, voilà, peut-être que c'est le fait, en effet, comme tu disais, Oli, qu'on ne parle pas espagnol, qui joue dans le fait, enfin voilà, mais on aurait pu craindre le côté Kouglof européen de ce mélange des genres acteurs français, et c'est quelque chose qui est non, mais alors pour le coup, c'est là peut-être, je suis d'accord avec tous les points positifs qui sont très très majoritaires dans le film que vous avez développé, et il y en a encore d'autres qu'on ne développera pas ici. Maintenant, il y a un truc moi qui m'a gêné, c'est quand ce rapport-là s'inverse, c'est-à-dire quand Sorogoyen dirige ses acteurs en français
Là, j'ai un peu plus de mal, particulièrement dans une scène qui m'a brusqué dans la vision du film et qui m'a sorti du film pendant toute la durée de sa scène. Le film avec lequel j'ai pu reconnecter par la suite, en effet, autour de tout ce climax, autour de la vente de chèvres ou de moutons, je sais plus ce que tu disais, Oli. De brebis, voilà, c'est un peu entre les deux, non? Chez La Cora, brebis, c'est un peu entre la chèvre et le mouton. rurale. Nous, on vend juste ça sous vide, tu vois. Enfin bon, bref. Qu'est-ce que je disais avec toutes ces conneries? Oui, donc il y a une scène entre Marina Foïs et sa fille qui revient sur là où ils habitent en Espagne. Et cette scène-là, qui est une scène très, pour le coup, qui reprend vraiment tous les codes du cinéma d'auteur franco-français, scène de cuisine, comme on l'a beaucoup entendu dire, qui peut ne pas me déranger. Je trouve que là, il y a vraiment un problème dans la direction des acteurs. Et je me demande si c'est pas lié au fait que Sorogoyen ne parle peut-être pas aussi bien français qu'il ne parle espagnol, voire ne parle peut-être pas français, j'en sais rien du tout. En tout cas, je trouve que la jeune actrice est vraiment catastrophique, et même Marina Foïs est un peu en dessous. Moi, ça m'a sorti du film à ce moment-là. J'ai reconnecté avec après, ça m'a pas gâché le film, mais c'est quand même un écueil assez notable pour moi dans le film. C'est une scène qui dure quand même 20 minutes. Moi, je suis pas d'accord. Après, je suis pas d'accord non plus. C'est une scène, effectivement, qui est là encore aussi une scène qui joue de l'étirement, mais dans un mouvement de caméra qui est tout différent, où on passe d'un personnage à l'autre. On n'est pas dans une scène en plan séquence quasiment fixe comme le décrivait Olivier. Là, on est vraiment dans un échange verbal. Oui, c'est vrai, c'est des scènes assez semblables. Mais tu sens que c'est vraiment un dispositif. Moi, pas un dispositif, mais c'est quelque chose qui l'intéresse dans sa mise en scène de pousser le point de rupture. Peut-être elle a l'impression de passer plus en force d'une certaine manière parce qu'elle est plus démonstrative, mais parce que aussi tu as un personnage qui essaye d'en secouer un autre. Et donc, pour moi, c'est quand même drivé par la narration, c'est pas justement purement performatif. Et peut-être que vu que tout d'un coup tu as ce personnage de cette fille qui a moins de présence à l'écran que les autres, tout d'un coup porte cette scène à un moment et secoue ce personnage de Marina Foïs, que tu te dis que tout d'un coup la violence verbale qu'elle met en place vis-à-vis de sa mère peut te paraître un peu too much ou peut te paraître un peu de manière surlignée ou peut-être un peu trop abrupte. Mais il est contrebalancé aussi par les réactions de Cassaber vis-à-vis de ça. Et ça raconte quand même beaucoup de la relation. Non, bien sûr, elle est moins aboutie, je pense, que la grande séquence dont on a parlé. Mais moi, elle m'a pas sorti du film. Mais je pense qu'en plus, elle a un vrai intérêt, quoi. Je la comprends tout à fait, cette scène. Je pense aussi qu'elle a un intérêt. Je pense aussi qu'en effet, dans ce genre d'exubérance, dans une engueulade entre deux personnes, on peut parfois sonner faux et donc ça peut se justifier tout ça. Il reste quand même que je trouve la jeune actrice très en deçà de tout le reste du cast, mais vraiment très en deçà, et que, voilà, à nouveau, je parle pas espagnol, mais il y a un ressenti personnel qui fait que, au niveau de l'écriture pure du dialogue, c'est aussi un peu en deçà. Ouais, mais attends, là je suis pas d'accord parce que quasiment toutes les scènes entre Ménochet et Marina Foïs, sa femme, sont en français et ça, elle ne pose pas problème, quoi, tu vois. C'est juste, mais du coup, c'est bien un problème sur cette scène-là. Merci messieurs, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Et donc, deuxième film dont nous n'avions pas parlé ici, RRR de SS Rajamouli. Et là, c'est monsieur Manuelas qui va en parler en premier. Qui va en parler en premier. Donc moi, parce que je suis le seul qui l'a découvert en salle, c'est ça, Olivier, Lucien, tu l'as pas vu, tu l'as découvert par la suite? Non, c'est ça? Je l'ai vu chez moi. Ouais. Ah, tu l'as vu chez toi? Non, je pense qu'on avait peut-être dû en parler à l'époque, à un moment, vaguement, dans un des conseils de transmission, mais on y revient dessus, puisque effectivement Lucien l'a vu, et même s'il ne le met pas dans son top, à mon grand désespoir, il le met quand même dans ses notifications, comme des vulgaires notifications de téléphone, on a compris ça. Mais on sait bien ce que c'est un top, hein, ça peut, enfin voilà, si je l'avais fait demain, il aurait très bien pu être dedans. Voilà, pour le coup, ça fait un bout de temps qu'on a décidé qu'il n'y avait pas, à juste titre, de ne pas d'avoir de hiérarchie dans ces tops-là, et de juste de dresser un panel de films qui nous ont marqués, qui ont un peu ouvert nos chakras pendant l'année cinéma. Moi, ça en fait vraiment partie. J'ai tout d'un coup retrouvé des sensations de spectateur de cinéma que je n'avais eu qu'au moment où j'ai découvert, par exemple, le cinéma de Hong Kong. C'est un film, par exemple, je pense, en termes de pur plaisir de séance de cinéma. Je n'ai pas eu de séquence aussi jouissive, je pense, depuis Detective 2 de Choi Ark. C'est quelque chose même qui remonte à toute ma découverte du cinéma hongkongais, que ce soit les John Woo, les Choi Ark, mais les Chun Soo-tung, etc. Il y a une forme d'exubérance dans ce cinéma-là. On peut y retrouver aussi certains, je pense, même une certaine radicalité, une forme d'excès
qu'on peut trouver dans un certain cinéma américain, mais qui se pratique plus, qui était par exemple le cinéma d'un cinéaste comme Mel Gibson. C'est un cinéma qui fonctionne avec les potards quasiment tout le temps à 200%. Ça peut brusquer certains spectateurs, mais c'est un cinéma extrêmement généreux qui, s'empare d'une veine que je ne retrouve plus dans le cinéma d'action, d'une veine quasiment mélodramatique que pouvait avoir le cinéma de Hong Kong, qui ne pas avoir de peur des émotions, quelles qu'elles soient. C'est exactement ça, et c'est peut-être justement ça, moi, qui m'a mis un peu face à mes propres... J'étais très content que tu commences sur le film, Manu, parce que peut-être que justement ce côté-là m'a mis un peu face à mes propres limites critiques, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu, que j'ai pris dans la gueule, je me suis dit à peu près 150 fois devant le film, je n'avais jamais vu ça. Ça correspond à énormément de choses qui auraient pu me déplaire, et peut-être qu'en effet son exubérance, son excès permanent fait qu'il n'est qu'en lisière de mon top, ou en tout cas de ma liste de films. Mais bon, évidemment, si j'en faisais une un peu plus élargie, si elle n'était pas réduite comme on l'a fait pour pouvoir créer un top commun, il aurait été dedans. Peut-être que toutes ces choses m'ont un peu brutalisé, m'ont laissé un peu sans voix, et encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi dire du film, si ce n'est qu'en effet, il y a vraiment un sentiment de redécouvrir un cinéma qu'on ne connaît pas. Et c'est marrant que tu aies commencé par parler du cinéma hongkongais, parce que j'ai eu un peu la même sensation quand j'ai découvert le cinéma hongkongais, avec peut-être déjà une distance historique un peu plus marquée, et donc une intégration dans l'histoire du cinéma plus grande. Et donc un rapport critique, je vais dire, déjà plus construit, que là, il y a aussi que je ne connais très très mal le cinéma indien. C'est un film avec des idées de mise en scène comme on n'en voit jamais aujourd'hui, plus jamais en tout cas, et même rétrospectivement très très rarement. C'est un film extrêmement plein, c'est un film qui a peur de rien, c'est un film qui croit à 100% en son médium. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'être vu, et je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran, parce que tant d'excès en encore plus grand, ça doit être encore plus spectaculaire. Non, mais ce qui est dingue, en plus, que tu dis qu'en fait, la diffusion relativement confidentielle du film... En Belgique, c'est une catastrophe. Hein, ouais. Ouais, mais le film, en fait, il est débrouillé par Kinépolis, qui visiblement régulièrement sort des films indiens, mais quasiment à destination de la population sur le territoire, la communauté, la diaspora, et qui pour le coup qui n'est pas relayée sur tout simplement les agendas culturels belges. Hein. C'est quand même assez dingue. Ça, c'est vraiment par hasard que moi j'ai découvert qu'il y avait une séance qui était projetée, alors qu'on épluche relativement les agendas de sortie, et il était complètement hors des clous, donc pas du tout même sur Netflix mis en avant. Et tu te dis, ce genre de film-là avec une exploitation solide, il n'y a plus personne qui a envie de revoir les films d'action américains que tu te tapes à la pelle, parce que c'est tellement des coudées au-dessus en termes de spectacle. Comment peux-tu t'enthousiasmer après face à ce qui était proposé par l'industrie hollywoodienne? Je veux dire, il n'y a pas de compétition possible. La compétition, elle est possible parce que ce cinéma-là, il est mis à la marge. Mais c'est pas du tout un cinéma de la marge. C'est vraiment un cinéma, même je pense, pour le coup, c'est assez clair, à visée expansionniste. Hein. On y retrouve, quand je parlais du cinéma hongkongais, on y retrouve aussi certains travers du cinéma hongkongais. C'est un film qui est assez délibérément raciste sur certains aspects. Mais après... raciste comme les films hongkongais l'étaient vis-à-vis de la colonisation britannique, donc c'est aussi à relativiser, mais bon, ils sont assez frontales sur cet aspect-là. Il n'y a pas beaucoup de finesse à ce niveau-là. Oui, mais ça fait partie aussi... Par rapport aux Britanniques, pas par rapport aux Pakistanais. Hein. Voilà. Non, oui, soyez bien d'accord sur ça. Là, ce serait encore plus tendu, en effet. Non. De toute façon, le Pakistan est un trop grand marché pour eux. En tout cas, on aurait apprécié avoir les lumières de notre spécialiste du cinéma indien, à savoir Olivier, qui aurait pu nous éclairer sur toute une dimension spirituelle du film qui nous a sûrement échappé. Ça peut-être qu'en effet, j'aurais eu quelques clés supplémentaires culturelles pour vous ouvrir quelques portes en plus. Quelques chakras. Mais c'est Lucien qui va nous ouvrir maintenant. Son propre chakra à lui. Je vais vous ouvrir vos chakras sur quel film exactement? Ben non, mais pour alterner un peu, tu vas nous parler de Vortex maintenant. Je peux tout à fait vous parler des souvenirs que j'ai de Vortex. Peux-tu te fier à tes souvenirs quand tu parles de Vortex? C'est toute la question. Non, mais oui, je balance direct.
Oui, vas-y. Moi, j'étais très intrigué déjà de voir Dario Argento jouer. Hein. On l'aime tous ici énormément en tant que réalisateur. Moi, je l'avais très très peu vu jouer. Là, il a vraiment un rôle consistant. Non, moi, ce qui m'a passionné dans Vortex, c'est peut-être, enfin, il y a plein de choses qui m'ont passionné, mais c'est peut-être la réunion de deux cinémas que Noé arrive à faire coexister en permanence. On est vraiment dans une sorte enfin, c'est pas pour rien qu'il prend Françoise Lebrun et Dario Argento pour jouer son couple de protagonistes, hein, parce que vraiment, on sent qu'il va chercher vers un cinéma extrêmement formaliste à la De Palma, Argento et bien d'autres, et à la fois d'une certaine nouvelle vague, on le sait, extrêmement fan du film d'Eustache. Donc il y a une sorte de refus du spectaculaire, sinon sur le dispositif du film, qui doit peut-être même lui avoir donné l'idée de base du film, qui est cette idée de séparer la vie de ce couple qui approche de la fin de vie en split screen, qui est peut-être l'idée la plus spectaculaire du film et l'utilisation qu'il en fait. Mais il y a un refus de ça, une distance prise par rapport à ça, par rapport à ses précédents films. Et ça lui permet de se poser sur des bases narratives beaucoup plus solides et qui lui permettent simplement de déployer une mise en scène peut-être plus classique, évidemment pas de manière péjorative, mais surtout plus émotionnelle et qui amène le film, en tout cas sur son propos, plus loin que ses précédents films n'avaient jamais pu aller. Je pense que d'une certaine manière, le cinéma de Noé n'a peut-être jamais rien fait d'autre que de parler de la mort et de la violence, souvent de façon un peu lourdingue à mon sens. Ici, il va à fond là-dedans, mais en nous montrant pendant la majeure partie du film. À la fois avec une pudeur et une violence dans celui-là. C'est ça. Et ce qui est assez malin, c'est qu'en fait, il filme ça, enfin, pour montrer ça, il va se baser sur la sève même de ces deux choses, c'est-à-dire la vie. Et je trouve que le film est très juste là-dessus, jusqu'à un moment où il amène son dispositif à quelque chose d'extrêmement fort, c'est-à-dire que, spoiler alerte, mais une des deux parties de ce split screen se part de noir, c'est-à-dire que l'écran devient noir sur une partie et reste là jusqu'à s'estomper au fur et à mesure. Mais c'est une mise en scène de la mort que je trouve absolument brillante par le dispositif même cinématographique. Donc voilà, je trouve le film est plus posé, peut-être moins frontal que ses précédents, mais il est loin d'être sage ou attendu, ça reste un geste extrêmement fort. On pourrait presque dire, hein, pour rebondir sur la petite blague de Manu en début d'intervention, que ce vortex dont parle le film, c'est évidemment l'abîme de l'absence liée à la mort, mais aussi le pouvoir de fascination que développe le film et qui vraiment aspire le regard parce que le film est assez long. Alors c'est un film en effet qui est un peu trop long, c'est un film qui par instant est un poil poseur, mais tout ça participe à la création de tout ce que j'ai dit avant. Et c'est surtout c'est aussi un film que je reverrai pas d'aussitôt, mais c'est un film que j'oublierai pas d'aussitôt non plus, quoi. Pour moi, c'est surtout que c'est le cinéma de Noé est toujours un cinéma qui m'a intéressé, mais auquel j'ai rarement connecté en tant que spectateur de cinéma. C'est-à-dire, j'admire la démarche, la proposition, la radicalité de sa mise en scène, mais il y avait, et notamment encore plus sur ces tout derniers films, une notion quasiment presque d'acte de performance. Et là, je trouve qu'il a réussi vraiment un équilibre parfait, à la fois avec cette recherche formelle qui est très à l'avant-plan, qui est très, très radicale, qui t'impose vraiment un point de vue très clair, et à la fois de travailler beaucoup plus en creux ces personnages et de permettre à son récit d'avancer de manière beaucoup moins beaucoup moins sous stéroïdes d'une certaine manière. Des fois le cinéma de Noé m'a, par cette volonté des fois trop peut-être volontariste, m'éloigner un petit peu peut-être de ce que lui-même recherchait dans son propre cinéma, de lâcher prise, d'abandon. Et là je trouve qu'il y arrive. Et le film, en plus, emprunte tu parlais d'un film séparé en deux constamment. Le film est beaucoup plus polysémique que ça. C'est-à-dire, il va vraiment, il est vraiment pluriel. C'est-à-dire, à des moments, il va recomposer un cadre à partir de ces deux entités. Tout d'un coup, ce split screen va se muer en faux cadre apaisé qui réunit les autres deux personnages. Donc, quasiment un plan en cinémascope classique, mais qui est en fait décadré, parce qu'en fait il n'est qu'à la liaison est moins visible, la séparation entre les deux speakers est moins visible, mais on recompose à partir de deux carrés un rectangle
pour dire ça de manière très schématique, parce que je vois Olivier froncer les sourcils n'ayant pas vu le film. Non, mais je comprends très bien ce Non, que tu mais dis. dans ces voilà. moments-là, il y a des choses. Il y a des choses très poétiques, notamment, tu n'as pas parlé d'Alex Lutz qui joue le fils, mais il y a des choses très touchantes sur ce rapport aussi à ce fils, qui est aussi un fils avec lui aussi ses problèmes. Il y a tout un rapport aussi, quand tu parlais justement, c'est pas un film de sage d'une certaine manière, il y a tout un rapport sur l'addiction des vieux aux drogues, aux drogues dures, entre guillemets. Il y a une dimension un peu punk dans certains moments sur ce rapport-là aux drogues, et à la fois très juste par rapport à ce qui oppose ces deux générations. Tu vois, le fils drogué qui essaye de s'en sortir, et ses parents qui dans la mer se fait ses propres médications en allant chez le médecin, mélange tout et n'importe quoi, et avec des cocktails totalement explosifs. Il y a à la fois un côté très apaisé et à la fois encore malgré tout très punk dans son cinéma. Il se renie pas du tout. Je trouve vraiment, il trouve pour moi la forme la plus accomplie qu'a eu son cinéma depuis ses débuts, à mon sens. C'est pour moi, si aujourd'hui je dois retenir un film de Noé, ça sera celui-là que j'aurais envie de montrer, j'aurais envie de présenter. Il y a d'autres films que j'apprécie, mais c'est vraiment celui-là que je trouve le plus plein, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne m'attendais pas à voir à débarquer Vortex. Je ne m'attendais pas, après quel était son dernier film, Climax. Après Climax, de voir arriver Vortex. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Climax, c'était presque l'exact opposé de ce qu'est Vortex au sein de la filmographie de Noé. Pour revenir juste avant de clôturer là-dessus, sur ce que tu disais par rapport au fils, il y a une autre idée, parce qu'il y a, je pense, les deux très très grandes idées liées au split screen de ce film-là, c'est en effet une des deux parties qui passe au noir à un moment, et un autre moment où juste, en effet, ces deux carrés se recomposent pour former un rectangle uni, avec sur un canapé, avec les deux parents de part et d'autre et l'enfant au milieu, incarné par Alex Lutz, qui est donc pas entier dans le cadre, parce qu'il est déchiré, disons, par une ligne en son milieu, avec une partie de chaque côté de chaque parent. Ça, tu parlais de petites trouvailles poétiques dans le film. Là, je trouve ça absolument... C'est une très belle idée de cinéma. Manu, mini détour du côté du sommet des dieux. Ah, c'est pas moi qui... Tu pourrais commencer. On peut juste dire pourquoi le film est dans notre top, alors qu'il a été dans beaucoup de top francophones en 2021, mais tout simplement parce que malheureusement, le film a eu une distribution salle très très confidentielle. Il est sorti chez nous en Belgique alors qu'il était déjà sorti en vidéo en France. Mais tout simplement, on a évoqué dans différents épisodes de transmission certains, en fait, films d'animation français. Et là, moi, je m'attendais pas du tout à une telle réussite sur ce film-là, qui est quand même un premier long métrage d'animation. La manière qu'il a à la fois de gérer la dimension quasiment, pas intime, mais de gérer le macro et le micro dans son film. Tu sens le froid, tu sens tous les éléments, alors que tu es dans quelque chose de dessiné. Tu as vraiment une dimension de survival absolument dingue. Ce travail d'échelle qui est constante tout au long du film et qui en plus est redoublé par la narration de ce personnage qui va suivre le parcours d'un grand alpiniste, et donc toute la dimension d'échelle entre le petit et le grand à différents degrés. Donc non, c'est vraiment un film plein. Donc oui, il a un an, mais il faut revenir dessus parce que voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un des grands films français de ces dernières années, quoi. Ouais, très franchement, je ne sais pas si, hormis Avatar, j'ai vu un film arriver à créer un environnement aussi crédible et englobant que celui-ci sur l'année 2022. Et c'est aidé par un très gros travail sur le son qui relève un peu au-delà de l'animation dont parlait Manu, sur vraiment la création de tous ces éléments et qu'on les sente à ce point-là. Et malgré peut-être un tout petit bémol sur la musique que je trouve en fait très bien, mais parfois un peu à contretemps dramatiquement parlant. C'est aussi un film qui fait découvrir un monde qu'on voit très rarement au cinéma, c'est de monde alpin, et c'est un univers qui est assez peu traité. Ouais, mais Cliffhanger, c'était quand même pas mal. Ouais, enfin bon, déjà ça remonte. Et c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ici, on est vraiment face à une sorte de conte philosophique extrêmement prenant. Il y a une tension qui est vraiment palpable et qui questionne un peu le désir de l'homme de se confronter à la nature. Et ça me permet de faire une très rapide parenthèse sur un autre film assez intéressant que j'ai vu cette année. Boîte de Pandore, Lucien, Boîte de Pandore. Qui est Fire of Love, qui est peut-être qui traite quelque chose de très semblable là-dessus, malgré un traitement
très opposés, mais il y a quelque chose de ça aussi, du désir de l'homme de se confronter à des choses qui le dépassent. Et puis alors, une dernière chose sur l'animation, il y a une très belle idée de donner un style presque ligne claire à l'adaptation d'un manga japonais, et le film arrive assez bien à faire se confronter les deux au sein du même très beau film qui est Le Sommet des Dieux. Merci messieurs. Donc on termine avec X ou X, mais Manu se foutait de ma gueule quand je disais X, donc on va dire X. Le film de Ty West qui est sorti en Belgique et beaucoup plus tard aussi en France, mais quand même en 2022 pardon. C'est donc le nouveau film de Ty West qui avait fait The Innkeepers et aussi The House of the Devil. Bref, c'est un film d'horreur avec Mia Goth, Jenna Ortega, qui est maintenant une superstar parce qu'elle a joué dans Wednesday de Tim Burton, la série qui est beaucoup vue sur Netflix. Qui est beaucoup vue sur Netflix, mais qui a en tout cas une belle grosse daube. Sans doute qu'elle est toute pourrie, je sais pas, je l'ai pas vue. Et Kid Cudi, bref, ça se passe en 1979, 79 pour nos auditeurs français, et c'est l'histoire d'une micro-équipe de cinéma porno qui loue une ferme au Texas pour y tourner leur premier film. Et bien sûr, ça va tourner en jeu de massacre. Un peu comme un épisode de Transmission, en fait. Surtout, surtout, il y a un parallèle qui est dressé entre le personnage principal, qui est une jeune femme qui se lance dans le porno, et le personnage de la propriétaire, voilà, parce que la ferme est tenue par un couple de propriétaires. Donc la propriétaire est une vieille dame qui va se trouver être finalement notre bogey woman du coup, et qui va dézinguer tout le monde. Soit. Eh ben, j'ai trouvé que c'était un film passionnant, moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur aussi. C'est pas qu'il est satisfaisant en termes de terreur pure ou en termes de suspense, mais je trouve que déjà il est inventif, il est jouissif, il va jamais mentir sur la marchandise et tout en étant extrêmement original dans le traitement des thématiques. Et il va aussi développer vraiment bien ses personnages. Je trouve que dans la première heure, 1h10, il va vraiment réussir à vraiment bien dresser ses personnages, leur donner une existence à chacun. Et surtout, ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'il dialogue constamment avec tout un pan du cinéma d'horreur et qui va d'ailleurs prendre un revers, puisque ici, dans le film, en gros, c'est un film où l'héroïne est un personnage assez détestable, assez négatif, antimoraliste. C'est un film assez anti-moral, ou en tout cas anti-morale chrétienne, très fort, qui va te dire plutôt que rester dans la morale chrétienne va t'amener plus d'emmerdes que de temps en temps l'outrepasser très largement. Et aussi, il est passionnant dans le fait qu'il dialogue énormément avec tout un cinéma des années 70, ou même plus, que ce soit déjà Massacre à la tronçonneuse, en reprenant certaines topographies de décors, certains beats, on appelle beats de BEAT, certains timing dramatique. Il dialogue énormément avec le hardcore de Paul Schrader en proposant une espèce de contre-champ comme ça, et aussi Psychose bien sûr. Et en même temps, c'est vrai qu'après, une fois qu'on arrive au moment des mises à mort en elles-mêmes, donc, qui arrive quand même assez tard, 1 heure de film plus ou moins, ça peut être relativement décevant en termes de pur. On avait parlé ici de Don't Breathe 2, où il y avait un moment un type dans un fauteuil roulant attaché au fond d'une piscine, et puis un truc en verre qui vient le décapiter, des espèces de mises à mort complètement grandiloquentes et grand-guignolesques. Ici, on n'aura pas trop ça, mais je trouve que thématiquement, le film se tient bien. Oui, non, c'est juste que c'est peut-être le final et c'est le côté slasher qui revient à la fin. Tu sens que c'est la partie qui l'intéresse le moins, et c'est la partie peut-être là aussi la moins intéressante du film. Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a un autre truc qui m'intéresse aussi très fort dans le film, c'est que donc cette équipe de films porno, le réalisateur du film porno, du film dans le film qui s'appelle les filles du fermier, The Farmer's Daughters, lui il veut faire un film un peu arty parce qu'on est dans les années 70, et donc il y a aussi cette idée qu'on peut faire du porno arty, pourquoi pas, bref, soit. Et Ty West réutilise
on pourrait croire que c'est une espèce de gimmick, un peu une espèce d'affêterie, va aussi faire des expérimentations au niveau de son montage notamment, qui pourrait être de l'ordre du gimmick justement, mais qui quand même ramène quelque chose dans son film et crée parfois des sensations qui sont pas gratuites, quoi. Il y a notamment un montage alterné autour d'un verre de limonade, là, je sais pas si vous vous rappelez, donc il y a une scène du film porno, donc du film dans le film, où il y a une nana qui accueille un type, le papa est parti, machin, et puis elle lui offre un verre de limonade, et puis elle le drague outrageusement, et en même temps c'est monté en alternance avec le personnage principal donc de Mia Goth, qui a cette première rencontre avec la fermière, la propriétaire. Et donc il y a une double tension dans cette scène comme ça qui est vraiment très centripète, quoi, qui crée quelque chose vraiment d'assez inédit, je trouve. Et c'est une bonne idée de film. Oui, et puis il y a un côté déjà, tu oublies de dire que le film débute sur un logo qui peut faire un petit peu peur quand il s'agit de cinéma de genre, qui est le logo A24. Et non, mais je veux dire, on pourrait craindre un film un peu apprêté. Mais c'est un film qui est, dès le début, ce qui t'étonne, c'est un film assez ouvertement paillard, qui reste assez transgressif, en fait, même aujourd'hui, même s'il y a le prisme d'une relecture de ces débuts du cinéma porno, et donc tu peux te dire, oui, bon, la distance historique te permet des choses qui sont à relativiser du fait du contexte historique, mais malgré tout, aujourd'hui, ça reste malgré tout un film qui se permet des choses que se permet plus le cinéma, en fait, horrifique, ou en termes de liberté de ton. Tout en n'en faisant pas des caisses, quoi. Non, pas faisant des caisses, mais il y a un aspect vraiment ludique. Et tu sens typiquement que c'est vraiment quelque chose qui lui fait plaisir de reconstituer cette époque-là. Mais surtout, même au niveau thématique, au niveau de ce qui se passe justement, du personnage de Jenna Ortega, donc celle qui joue mercredi maintenant. Mais tu vois, quand cette petite fille qu'on appelle, je sais plus, l'autre l'appelle le Cubéni ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, et qu'elle découvre sa sexualité. Ouais, voilà, mais tu vois, quand elle décide il y a un vrai truc d'émancipation féminine, en fait, d'assumer ton corps en tant que femme, machin truc, qui fait qu'elle a mieux fait d'assumer son envie et de tourner une scène du film porno que de ne pas le faire. Oui, en fait. Et même pour le personnage de... Au risque de devenir comme l'antagoniste féminin du film... qui le fait en fait sur le tard. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, à la fois le film a un discours très libérateur sur ça, et te montre aussi que c'est ça qui va, ce désir entre guillemets poussé à l'extrême, mais qui n'est plus ce désir d'émancipation, mais de reconnaissance ou qui est un désir à contre-temps. À contre-temps porte en germe aussi en fait toute une autre problématique, entre guillemets, aussi dangereux que ce qu'il aurait pu être émancipateur, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est un film super ambivalent, super malin. Il y a le côté émancipateur et réactionnaire dans ces deux aspects, c'est ça qui est intéressant. Après, je trouve les deux à la fois et dans le même geste, et c'est assez passionnant. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est là une des singularités du film. Il est sur ces deux aspects-là. Il n'est pas dans le côté soit punitif, entre guillemets, vis-à-vis d'une certaine morale ou un certain aspect peut-être réactionnaire d'un certain cinéma d'horreur, ou un côté pour le coup beaucoup plus transgressif. Il est vraiment sur ces deux registres-là. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Là, je schématise, entre guillemets, des positions. Les films sont toujours beaucoup plus larges que ça. Mais là, voilà, c'est intéressant dans la manière dont il fait dialoguer ces deux choses-là. Après, je trouve que c'est peut-être un peu surligné, un peu trop thématiquement, quand on verse dans le dernier tiers du film autour du développement du personnage de l'antagoniste du film. Voilà, je trouve qu'à un moment, on perd un petit peu ce côté ludique qu'on pouvait avoir sur la toute première partie du film. Moi, c'est le petit écueil que j'ai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui part de quelque chose de beaucoup plus viscéral et qui finit de manière beaucoup plus analytique pour moi. Et peut-être qu'à mon avis, dans ce trajet-là, je perds un petit peu je me détache un petit peu du film. Lucien ? Non, je vais passer mon tour. Je pense qu'on est un peu long. Je suis très d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Donc voilà.
Très bien, merci messieurs. Je vous propose de conclure ici cette longue émission bilan rétrospective spéciale Avatar 2 de transmission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, chères auditrices, chers auditeurs. On souhaite bienvenue à la petite Lola qui est née aujourd'hui, le jour de cet enregistrement, donc qui est la fille de Julien Rombaud, notre 4e mousquetaire, qui n'est pas là ce soir, mais bon, voilà. Comme il l'avait dit pour moi, pour la meilleure raison du monde, il est absent. Donc bienvenue Lola, et puis c'était une année cinéma étrange, bonne pour certains, moins bonne pour d'autres, mais bon voilà, on espère en tout cas. C'est parce qu'Olivier n'a pas vu tous les films, c'est juste ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas en 2023, paraît-il qu'il y aura un Scorsese et peut-être même un Bong Joon-ho, je crois. Ouais, Bong Joon-ho, peut-être un David Mackenzie. Il y a Dios de Bong Joon-ho qui va ressortir dans ouais, non, mais je crois qu'il y a un nouveau Bong Joon-ho. Il y a un nouveau Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Et puis il y a un film de Joe Carnahan et un film de John Woo, tous les deux avec Omar Sy. Spielberg, hein. Voilà, 2023 sera Omar Sy ou ne sera pas. Voilà, merci beaucoup Manu, merci beaucoup Lucien. Et merci à vous les gars. À très bientôt. Au revoir. Bientôt.